Eh bien, oh oui, ça y est. Si vous permettez, on va commencer la rencontre, Miguel et Layla. Si vous voulez prendre un café, on peut aussi, si vous avez un peu de temps. Bonjour à toutes et à tous et merci d'applaudir Layla Slimani, prix Goncourt 2016, et Miguel Bonnefoy, lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française et prix Femina 2024. Alors, bienvenue pour cette rencontre au sommet intitulée « Des destins au cœur de l'histoire ». C'est un immense plaisir pour moi d'accueillir ces deux voix majeures de la littérature francophone contemporaine, parce que je les adore et parce qu'au nom du Point, je vous souhaite une deuxième fois la bienvenue. Alors, vos deux derniers romans sont parus donc en 2024 et 2025. On peut les présenter comme des fresques intimes et politiques, où vous allez le voir, vous les avez certainement déjà lus, les destins individuels se fondent dans les mouvements profonds de l'histoire, entre héritage familial, quête de liberté et bouleversements sociaux et économiques. Alors Layla, avec J'emporterai le feu, vous terminez la trilogie que vous aviez commencée, cette trilogie du Pays des Autres, en 2020. Alors on retrouve tous les personnages qui font le sel de cette trilogie. C'est donc le dernier tome. Donc on retrouve Mathilde, Selma, Aïcha, les petites qui sont les deux sœurs Mia et Inès. Elles ont bien grandi, elles vont quitter l'enfance dans ce Maroc des années 80 où se situe avec Paris cette ultime saison du Pays des Autres. Mathilde, vous le savez, c'est l'Alsacienne tombée amoureuse en 1944 du soldat marocain Amin. Elle est désormais grand-mère. On retrouve Selma, la jeune sœur d'Amin, la confidente, élégante, écorchée, celle qu'on surnomme la Viviane Leigh des cafés de Meknès. On retrouve aussi sa nièce Aïcha, donc la fille de Mathilde. Elle est désormais mère et c'est l'un des plus beaux personnages de J'emporterai le feu. Et elle va devoir surtout garder le front haut dans la tempête qui s'abat sur la famille. Et c'est un personnage de mère qui fait rempart, puisque les deux petites, Mia et Inès, il faut qu'elles puissent s'épanouir, mi-fleur, mi-herbe folle, dans ce chaos, mais aussi cet apprentissage de la vie que va être J'emporterai le feu. Aussi figure du père, on en parlera, puisque c'est aussi l'histoire d'une tragédie familiale et la figure d'un père foudroyé, distant mais adoré par ses filles. Et tout un tas d'événements vont se précipiter dans ce roman. Miguel Bonnefoy, doublé de la rentrée, avec le rêve du jaguar. Vous nous transportez, merci, génial, dans un Venezuela baroque, comme vous le faites. Tu voulais un café aussi ? Non, je viens d'en prendre un. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, non, merci. Sinon, on s'arrange. Merci non, c'est vrai, non. Donc, vous nous transportez dans cet univers qu'on adore chez vous, toujours les légendes familiales, réalité historique aussi. Vous nous contez le destin d'un orphelin de Maracaibo qui va devenir le plus grand chirurgien du pays et de sa compagne aussi, première femme médecin de la région. Le couple traverse un siècle d'histoire mouvementée. On va parler de ruée vers l'or noir. Le pétrole d'ailleurs jaillit dès les premières pages. 40 mètres quand même, c'est exceptionnel. Il y en avait peut-être 35. Voilà, peut-être 35. On parlera de cette exagération aussi, peut-être que la littérature mérite et impose. Donc or noir, dictature, révolution, résilience aussi, avec toujours cette langue foisonnante, flamboyante. Alors c'est une bonne idée qu'a eu Adélaïde de vous réunir, parce que vous nous offrez tous deux des romans monde, où l'intime rejoint toujours le politique. On va commencer d'ailleurs par un peu de politique, mais de politique littéraire, puisque on est au Festival du Livre. Il y a peut-être plein de gens qui veulent écrire là. J'ai vu des scolaires aussi, peut-être des vocations d'écrivains, d'écrivaines à travailler. Vos deux romans, en fait, interrogent aussi quelque chose que j'aime beaucoup, qui est l'idée de la transmission, l'idée de ce qu'on affirme, l'idée de ce qu'on tait aussi parfois, et surtout l'idée de ce qu'on choisit de devenir. Est-ce qu'on choisit de devenir écrivain, Layla Slimani ? Bonjour à tous. D'abord, je vais m'excuser de garder mes lunettes de soleil, mais sinon, c'est absolument impossible de vous regarder puisqu'on a le soleil directement en face de nous. Donc, ce n'est pas un caprice de star, mais c'est juste pour pouvoir vous voir.
Est-ce qu'on choisit d'être écrivain? En tout cas, on ne le subit pas. Il y a forcément quelque chose de l'ordre de la liberté dans le fait d'embrasser ce qui peut nous apparaître comme une vocation. Donc, bien sûr, on ne le subit pas. Il y a de la liberté, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre, pour moi, du destin. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours pensé que je serais écrivain. J'ai jamais douté de ça. J'en ai toujours été absolument convaincue. Sans doute aussi sous l'influence de mes parents qui me répétaient presque tous les jours à table que j'allais devenir écrivain. Donc évidemment, ça a fini par m'influencer. Et puis, ça m'apparaissait comme la plus belle vie du monde. Quand j'étais adolescente, moi, j'avais pas des posters de pop stars et tout ça dans ma chambre. J'avais des posters de poètes, d'écrivains, ce qui ne me rendait pas très populaire à l'école. Lesquels, par exemple? J'avais tous ceux qui ont eu la syphilis. Non, mais voilà, tous ceux qui ont eu la syphilis, qui ont eu des grandes passions, les suicidés. J'aimais pas mal ça. Et donc voilà, il y avait Sylvia Plath, il y avait Emily Dickinson, il y avait Baudelaire. Et ça m'apparaissait comme la vie la plus aventureuse et la plus extraordinaire qu'on pouvait avoir. Donc voilà, on le choisit et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre du destin. Et vous, Miguel, est-ce que vous avez choisi de devenir écrivain? Je trouve que la réponse de Leïla est très belle. Comme tu dis, on ne le subit pas en quelque sorte. Mais je pense que oui, il y a une affaire de choix, bien que on ne soit peut-être bon qu'à ça, comme disait Beckett, non? Et il me semble que Garcia Marquez avait répondu tout simplement, c'est que j'ai le malheur de ne pas savoir faire autre chose. Donc c'est presque par élimination qu'il était devenu écrivain. Et je trouve l'idée assez belle. L'autre chose aussi, c'est que Leïla, comme toi d'ailleurs, qui est un grand écrivain aussi, et comme tant d'autres, lorsque tu as des histoires dans ton cœur qui macèrent dans le tonneau de ton cœur et que tu ne peux pas t'en défaire, tu ne peux pas t'en séparer, tu ne peux pas te dépoussiérer et que tu es obligé, pour que ça ne te ronge pas à l'intérieur, pour que ça ne pourrisse pas à l'intérieur, de t'asseoir à la table de travail et de te libérer de cette histoire comme on se libère d'une maladie ou comme on se libère d'une souffrance. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en se libérant de cette souffrance, eh bien, tu crées un vide, une blessure ouverte, secrète, qui, elle, a besoin d'une nouvelle histoire, non, pour pouvoir la combler et s'en libérer à nouveau. Et cette espèce de tonneau de Danaïde, en quelque sorte. Donc jamais de panne, jamais de panne de roman, Miguel. Mais la peur de la... génial. J'ai pas la peur de la page blanche, peut-être. Ouais. J'ai la peur de la page noire, non? Ouais. C'est-à-dire que d'avoir tant de choses à dire que tu sais pas par laquelle commencer. Très bien. Et avant d'entrer aussi, enfin on est déjà dans le vif du sujet, mais vous êtes écrivains tous les deux, mais vous êtes des lecteurs. On écrit peut-être aussi parce qu'on adore lire, on a aimé aussi, voilà, c'est pas pour rien que vous aviez des posters d'Emily Dickinson et de Sylvia Plath dans votre chambre, Leïla. Une étude est sortie, l'étude du CNL, qui montre un décrochage, notamment chez les jeunes, pas que, hein, mais notamment chez les jeunes. Qu'est-ce que vous aimeriez dire vraiment en une phrase ou deux sur la façon... sur cette peine peut-être qu'on a et tout ce qu'on perd quand on lit pas? D'abord, je voudrais citer Dostoïevski qui, dans une lettre, dit cette phrase magnifique: « La lutte contre la stupidité commence toujours par soi-même ». Et c'est déjà bien de commencer à lutter contre sa propre stupidité en lisant, en essayant, parce que la lecture, c'est aussi un monde de savoir, c'est un monde qui vous amène vers à mieux comprendre la complexité du monde. Or, on vit dans un monde de plus en plus complexe. Jamais l'humanité n'a eu à gérer et à comprendre autant de connaissances, et des connaissances aussi ardues. Et il ne faudrait pas justement que nous soyons amenés à les subir. D'une certaine façon, nous n'avons pas d'autre choix que de lutter contre notre propre ignorance. Sinon, nous allons devenir des esclaves, on le sent bien. On sent bien que si on veut garder aussi notre tête haute, si on veut rester des citoyens éclairés, et si on ne veut pas, même dans nos démocraties qui sont si fragiles, si on ne veut pas finir par être aliénés, par être des esclaves, par subir les choses, par ne plus comprendre le monde dans lequel on vit, il faut continuer absolument à cultiver l'appétit pour le savoir, la curiosité, puis l'appétit pour l'effort. Lire, bien sûr, ça prend du temps. Lire, c'est pas la même chose que de se mettre devant une série et d'être là, voilà, sans forcément réfléchir. Bien sûr, ça demande de l'effort, ça demande de la concentration, mais cet effort, il est récompensé d'abord par des émotions extraordinaires,
Et puis ensuite, il y a un autre élément qui lui aussi est assez politique. Pour moi, la littérature, c'est profondément le lieu de l'empathie et le lieu de la tendresse. La tendresse comme ce sentiment qui fait que d'un coup, vous regardez un être humain et que sa vulnérabilité, plutôt que d'avoir envie d'en tirer parti, d'en profiter ou de l'écraser, cette vulnérabilité, elle vous touche. Et elle fait que vous avez le sentiment d'une humanité partagée. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un moment où on a de plus en plus de mal à regarder les autres, à comprendre l'autre et à se mettre dans la place de l'autre, d'autant plus quand cet autre nous est présenté comme notre ennemi, comme différent. Il faut qu'on soit capable de continuer à penser et à investir la psyché de celui qu'on est censé ou qu'on veut absolument nous faire détester. Parce que sans ça, là aussi, nous serons les esclaves de pouvoir qui veulent nous écraser et qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on se mette à réfléchir. Merci Leïla. Oui. Miguel, C'est le très, cri très beau. d'amour pour la littérature. Non, bien absolument, mais je Ouais. suis 1000 fois d'accord avec Bien Leïla sûr. et j'aime beaucoup cette idée de la tendresse. Mais je suis également, comme elle, comme toi sans doute, un vieil optimiste. Et je suis absolument persuadé que les livres ont une patience et qu'ils attendent leur temps. Et que les générations passent en effet, qu'il y a peut-être certaines générations qui sont occupées ou assaillies par d'autres divertissements. D'ailleurs, étymologiquement, le mot divertissement vient de ver, qui veut dire la voie, et dit, non, qui est ce préfixe pour dire quelque chose qui te bouge de ce chemin. Donc le divertissement est juste ce qui te bouge de ton chemin, ce qui te bouge de ta voie. Et alors, chaque génération a son divertissement. Et naturellement, que ça peut-être éloigne un petit peu de la lecture, de la littérature, ou, comme disait Leïla, d'activités qui demandent plus d'activité, qui demandent davantage de zèle, davantage d'attention, davantage d'effort, de plier le genou, de fléchir son cœur vers un autre cœur, dans la froide clarté de cet autre cœur et essayer de le saisir. Et pourtant, quand on regarde un petit peu en arrière, on se rend compte, et c'est là où je suis optimiste, mais que l'humanité, en quelque sorte, a toujours su se redresser face à la beauté de cette expression. Lorsque l'écriture, il y a 6000 ans, est arrivée en Mésopotamie, eh bien, on disait que ça allait rendre la mémoire paresseuse, que ça allait rendre la mémoire fainéante. Comment ensuite on allait faire des transmissions orales? Qu'allaient faire les devins, qu'allaient faire les chamans, qu'allaient faire toutes les dynasties des prêtres, alors qu'ils savaient des poèmes par cœur et connaissaient tous les triomphes des rois depuis des générations? Qu'allait-il faire avec de l'écriture qui allait rompre ce savoir-là? Et pourtant, ça nous semble aujourd'hui une évidence. Lorsque 1500 ans plus tard, Gutenberg arrive avec sa presse, l'imprimerie, on dit « Ah, ben voilà, encore une fois, ça va tuer les moines scribes. Ça va tuer une sorte de poésie qui est celle du copiste sur son prie-dieu, agenouillé devant la lettre, avec l'effort nécessaire pour écrire et recopier une Bible. » Qu'est-ce que ça a donné? Une démocratisation de la lecture, une ouverture de la connaissance, une alphabétisation du monde. Jean Giono, en regardant des machines qui arrivaient dans des champs, voyait à quel point, avec toute l'industrialisation et avec toute la mécanique, ça allait rompre les vraies richesses, les patiences agricoles. Et on allait perdre ça, qui est le travail du labourage, le travail du sillon, le travail du paysan et de l'agriculteur qui essaye comme il peut de saisir la graine comme il saisit son cœur. Et pourtant, aujourd'hui, eh bien, ça semble inévitable d'avoir une machinisation du monde. Alors, un 21e siècle dans lequel on se dit « Ah oui, tant de choses qui viennent d'arriver avec les écrans, avec Netflix, avec ceci, avec cela, avec l'intelligence artificielle. » Mais ça fait 6000 ans qu'on affronte ce genre de problème. Et pourtant, la littérature est là. Leïla Slimani est là. Christophe Onodibio est là, mes amis. Et Miguel Tout va bien, Bonnefoy, voilà. Tout en Quel- poste. L'art de la fresque avec Miguel. Alors justement, des destins au cœur de l'histoire. Moi, j'aurais savoir, non pas comment le livre a commencé, quelle a été l'impulsion, mais est-ce que vous aviez l'intention, je parlais d'intime qui se mêle aux politiques, est-ce que cette intention, elle était là dès le départ? Pour Leïla, ça me semble un peu évident, puisque c'est une trilogie. Donc déjà, c'était posé cet entremêlement des générations. Mais est-ce que c'était l'idée d'abord de payer un tribut peut-être, ou une reconnaissance de dette à la famille, ou au pays d'abord, et l'histoire du pays?
Ah bah, les deux sont complètement entremêlés. La famille et le pays sont deux questionnements qui vont ensemble dans le livre. Quand j'ai commencé à écrire la trilogie, c'était pour plusieurs raisons. La première étant que j'avais le sentiment que venant d'un pays comme le Maroc, en tant que Marocaine, j'avais un peu l'impression que depuis le 11 septembre, à peu près, depuis une vingtaine d'années, on nous avait un peu ôté notre historicité. C'est-à-dire que nous sommes devenus, presque du jour au lendemain, des musulmans. Et c'était terminé. On n'était plus que des musulmans, on n'appartenait plus à des sociétés, on n'appartenait plus à des histoires. Tout était expliqué, compris à travers ce prisme unique. Et d'une certaine façon, aussi, notre monde était toujours renvoyé à une forme d'archaïsme, à un rapport au passé qui était un rapport complètement enfermant, complètement aliénant. Et j'avais envie, moi, de remettre du mouvement, de dire que, bien sûr, on vient de lieux avec des mouvements sociologiques, avec des mouvements historiques, qu'en plus, la plupart des gens, notamment dans les pays occidentaux, ne connaissent pas du tout. Moi, je viens d'un monde où je suis spectatrice et actrice d'une immense inégalité. Je sais beaucoup de choses sur l'histoire de l'Europe, sur l'histoire de la France. J'ai lu les auteurs européens, j'ai lu les livres d'histoire et je suis la plupart du temps face à des gens qui ne savent rien de mon histoire à moi et qui ne savent rien de l'histoire de mon pays. Et j'avais aussi ce désir, parce que moi, je suis devenue écrivaine dans le sillage d'écrivains extraordinaires comme V.A. Naipaul, comme Salman Rushdie, des grands écrivains de la littérature monde, Gabriel Garcia Marquez aussi, ou Vargas Llosa, qui sont des gens qui d'un coup ont dit en fait l'universel peut être beaucoup plus large et nous pouvons nous faire partie de l'universel avec nos récits de nos pays considérés comme périphériques. Et donc j'avais envie aussi d'apporter ma pierre à ça et de montrer qu'effectivement les personnages marocains dans leur campagne ou dans les villes au Maroc sont témoins aussi des grands changements du monde, de la chute du mur de Berlin, du 11 septembre, de la Seconde Guerre mondiale, sont témoins, spectateurs et acteurs de cette grande histoire. Mais ça passait d'abord aussi par les piliers d'une famille. Absolument, Forcément, il fallait que ce soit d'abord individuel, parce qu'en fait, moi, je ne parle pas, si vous voulez, la littérature, elle n'est pas là pour parler, on ne parle pas, nos personnages ne sont pas des Marocains, justement, ne sont pas des musulmans, ce sont d'abord des individus qui aiment, qui désirent, qui ont peur, qui parfois mentent, qui sont parfois bons, parfois mauvais, parfois veulent et parfois généreux. C'est d'abord et avant tout ça, la littérature. C'est pas un discours idéologique où on parle au nom d'une culture ou au nom d'une religion. Et moi, ce qui me plaît, c'est l'idée qu'un jour, peut-être de la même manière que moi, Leïla, je me suis identifiée dans mon enfance à des petites, à Emma, à Martin, à Jack, à Catherine, que peut-être il y ait des Catherine et des Anna Martin. Karenine. Oui, voilà, et que eux s'identifient à des Mohamed, à des Aïcha et à des Mehdi. Et politiquement, ça me paraît être intéressant parce qu'on nous rabâche l'idée que c'est impossible puisque nous viendrions de deux civilisations totalement différentes. Mais la littérature ne cesse de nous montrer que c'est pas vrai. Et plus c'est incarné, plus on a des individus et plus évidemment toutes ces barrières et toutes ces frontières idéologiques s'écroulent. Dynamitons les frontières. Avec vous aussi, Miguel. Donc, le point de départ aussi, c'était parce qu'il y a cette histoire du Venezuela qui s'entrelace constamment aussi avec l'histoire de ce petit orphelin qu'on retrouve dans une ville, abandonné dans une rue qui va porter son nom. On lira tout à l'heure un petit passage. Il y avait cette intention aussi presque politique, dont parlait à la fois politique, romanesque, en entreprenant ce rêve du jaguar. En plus, il y a l'animalité aussi. Il y a absolument l'animalité. Alors, le titre, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon éditrice. Et la première phrase, c'est pas moi qui l'ai choisi non plus. Voilà. Majorité du livre, si je n'ai rien à voir dans l'affaire. Écrite mais pas choisie. Vous avez plusieurs débuts de phrases à chaque fois. Non. Enfin, la première phrase, figure-toi, elle m'est venue dans un rêve. Ça a été un don de la nuit, une sorte de cadeau de la nuit. J'ai rêvé de cette phrase et je me suis réveillé le matin, je l'ai notée à la hâte pour être sûr de ne pas la perdre. Non, comme il arrive dans les rêves où de façon sont très fugaces, très fugitifs. Alors aussitôt, tu le racontes à quelqu'un ou tu l'écris pour la cristalliser, non, et pour la fixer, pour la garder là. Et elle m'a permis, comme une sorte de petit caillou qui tombe dans un tapis de neige, de créer une sorte d'avalanche, de boule de neige et de sortir les 300 pages derrière. Et j'aime beaucoup cette idée du don de la nuit, du cadeau de la nuit. C'est quelque chose de très borgésien dans lequel lui raconte que la majorité de ses poèmes, la majorité des vers qu'il a eus ont été tout simplement des cadeaux que lui avait offert cet instant, cet état second, cette espèce de moments oniriques, comme ça, ce songe mystérieux et nébuleux où, d'une façon éthérée, les dieux te donnent pour un rien
un premier vers. Et ensuite, c'est à toi de façonner le second, qui doit consonner avec l'autre et de ne pas être indigne de son aîné surnaturel. tu vois. L'enthousiasme, étymologiquement, quand les dieux entrent en toi. Ah, bah, c'est drôle bravo, parce que tu vois. Leïla, il y a un rapport avec la nuit. Avec la nuit, tout à fait. Leïla, Leïla, c'est la nuit, c'est ça la veut nuit. dire la nuit. Mais voilà, Et oui, voilà. on y est Tout est absolument. lié, tout Ah, est lié. c'est Et sur, extraordinaire. alors, et sur l'idée de la fresque, Sur de l'idée de- l'histoire, la grande histoire. Tout à fait, sur l'idée de la grande histoire, ça me plaît beaucoup ce que disait Léla, et moi je me sens très proche de ça, et c'est là où je trouve que les passerelles, les échos entre nous sont très étroits et très précis, très justes, sur cette idée que finalement, il y a plus de gens qui parlent français hors de France qu'en France. Et en quelque sorte, le français, la langue française n'est pas le privilège des Français. Et c'est merveilleux de se dire que le français, donc, n'est qu'une sorte de langue métissée qui a été sans cesse abreuvée par le creuset et par les fontes de 1000 autres langues, de 1000 autres traditions, de 1000 autres cultures, de 1000 autres idiosyncrasies, de 1000 autres syncrétismes, et qu'elle n'est qu'un gigantesque nœud fait des apports d'ailleurs. Et nous, que ce soit Leïla au Maroc, que ce soit moi au Venezuela, moi qui ai grandi dans des lycées français à l'étranger, avant d'avoir mis un seul pied en France, eh bien, je savais déjà chanter la Marseillaise. Je savais déjà comment était mort Louis XVI. Je savais déjà quelles avaient été les campagnes italiennes de Napoléon. Je connaissais la bataille de Sedan. Je savais comment on marche depuis Châtelet jusqu'à Saint-Michel alors que j'avais jamais mis un pied à Paris. Vous imaginez le soft power de la France de parvenir à créer cette espèce de gigantesque réseau, ce rhizome de la culture et de la langue française, que partout dans le monde, on voit une tour Eiffel, on sait où c'est. Mais moi, je vous montre n'importe quel monument à Caracas et probablement personne ici saura le désigner. Ah mais si, peut-être une amie tout à l'heure. Oui, mon amie ici qui est vénézuélienne. Pourtant, Caracas est la plus belle ville du monde, c'est bien connu. Voilà. C'est honorable de le dire. Eh bien, en quelque sorte, peut-être, et je me permets encore une fois de m'approcher un peu dans des métaphores intrépides et audacieuses, eh bien, était la langue française et nos livres étaient un peu une sorte de cheval de Troie pour rentrer en France et dire, regardez, le monde se divise en deux catégories, ceux qui le dominent, ceux qui le subissent. La France domine, le Venezuela subit. Eh bien, je vous propose en effet, avec votre langue, avec vos métaphores, avec vos formules, en fait, avec votre rigueur, avec votre structure narrative, avec ces systèmes éditoriaux, avec cette puissance médiatique dans le monde, avec les prix littéraires que le monde entier applaudit, en fait, eh bien, je vous propose de parler d'un pays qui subit et d'une famille qui a subi. Et c'est une manière un petit peu de tendre la main avec beaucoup d'amitié, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de générosité, et de dire, regardez, il y a aussi ce monde-là qui existe, et il y a des milliers de jeunes petits Français qui sont là aussi et qui regardent Paris avec émotion. Alors Miguel, on commence justement, tiens, lis-nous si tu peux le l'Incipit, mais un peu plus d'ailleurs, du rêve du jaguar. Et puis Christophe ensuite, on va entendre- voudrait que je lise 47 pages, mes Ouais. amis. Ça va durer Parce 2h30 comme qu'il lecture, lit ça vous bien, dérange pas. il lit bien, Miguel, mais Leïla aussi. Non, mais voilà, tu Oui, tu juste- t'arrêtes un peu quand... Je m'arrête. Si t'es trop long, je Non, t'arrêterai. mais oui, je m'arrête quand je saute la page à Sien. À Voilà, Sien, voilà, très Pas bien, patient. très bien, très bien. si ça vous va. Je m'arrête à Sien. Au 3e jour de sa vie, Antonio Borja Romero fut abandonné sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Personne ne put dire précisément à quelle date il fut trouvé. On sait seulement que tous les matins, toujours au même endroit, une femme misérable avait l'habitude de s'asseoir là pour déposer devant elle une écuelle en calebasse et tendre une main fragile aux passants du parvis. Quand elle aperçut l'enfant, elle le poussa d'un geste dégoûté. Mais elle constata toutefois, pendant la matinée, que ces timides vagissements, que ces cris hésitants attendrissaient les fidèles qui, les croyant ensemble, remplissaient tour à tour le fond de son écuelle avec des pièces en cuivre. Alors, le soir venu, elle l'emmena dans une basse-cour, lui colla la bouche à la mamelle d'une chèvre noire dont les pieds étaient couverts de mouches et le fit allaiter, à genoux, sous son ventre, d'un lait épais et chaud. Le lendemain, elle l'entoura dans un torchon de cuisine et le pendit gravement à ses hanches. Au bout d'une semaine, elle se mit à dire que l'enfant était le sien. Tu connais par cœur ton... Non. Magnifique. Non, j'ai juste eu de la chance. Alors maintenant, parce que c'est ça qui est génial aussi, on entend une voix différente. C'est super, il y a plein de passerelles, mais la voix de Leïla Slimani, vagissement aussi d'ailleurs, puisqu'il est question
d'une naissance. Lorsque sa mère rentra de la maternité, Mia déclara « C'est le pire jour de ma vie ». Aïcha se tenait dans l'entrée, pâle et souriante, son bébé dans les bras. Mia ne voulut pas le regarder. Aïcha insista, lui proposa de s'asseoir sur le divan et de prendre sa sœur dans ses bras. Mais Mia s'entêta, c'est un monstre. Je ne veux pas la toucher. Les jours qui suivirent, elle refusa de dormir ou de s'alimenter. Quand sa mère donnait le sein à Inès, Mia s'accrochait à ses jambes en sanglotant. Entre deux hoquets, elle répétait qu'elle n'avait plus de maman et que ce bébé, ce monstre, lui avait tout volé. Mia s'allongeait sur le sol et se tordait de douleur. Elle jurait qu'elle était malade, elle avait envie de vomir, et sa mère lui fit barre de grandes gorgées de Vogalène. Fatima tenta de la consoler. « Ça aurait pu être pire, répétait-elle. Tu aurais pu avoir un frère. » Personne ne l'a pris au sérieux. Mia n'avait que 6 ans et les adultes se moquèrent de son sens du tragique. Selma éclata de rire quand, dans un accès de rage, la fillette jeta aux toilettes le permis de conduire d'Aïcha, les clés de la voiture et la paire de boucles d'oreilles en forme de papillon que Mehdi lui avait offerte pour Noël. Et comme pour la narguer, pour aviver sa souffrance, Inès se révéla un bébé en tout point parfait. L'accouchement s'était passé sans difficulté, presque sans douleur. Si Aïcha gardait de la naissance de Mia un souvenir abominable, la venue au monde d'Inès lui sembla douce. Le nourrisson qu'on posa sur son ventre était calme, son petit corps tout en rondeur recroquevillé contre elle, abandonné dans une confiance totale. Inès tétait à heures régulières, elle riait quand on la plongeait dans l'eau tiède du bain et jamais elle ne pleurait. Elle était si silencieuse qu'Amine, lors d'une visite à Rabat au printemps 1980, s'en inquiéta. Est-ce que c'est normal qu'elle ne crie pas ? Plus les semaines passaient et plus les craintes de Mia se confirmaient, ce bébé l'avait jetée hors d'un paradis où elle avait vécu, heureuse et aimée. Inès lui avait volé sa vie. Merci Leïla Slimani. Alors si on essaie de regarder un peu sous le capot, tu parlais de l'établi ou la table de travail tout à l'heure, mais la menuiserie. La mécanique aussi, on peut prendre une image mécanique. Oui. Entre ces destins individuels et l'histoire, comment vous avez travaillé ? Parce qu'il y a des résonances aussi, je ne vais pas vous demander si c'est biographique, etc. De toute façon, on sait que tous les romans, de toute façon, parlent de nous et c'est toujours la vérité. Mais comment vous avez travaillé l'une et l'autre avec ces deux... Finalement, ces deux autoroutes, ces deux chemins, les destins individuels pris dans les raies d'une histoire, voilà. Et puis, à quelle source ? Vous parlez de la mamelle pleine de mouches de la chèvre noire, mais à quelle source vous êtes abreuvé ? Photos, parce que Miguel aussi, c'est lié aussi un peu à l'histoire personnelle. Mais peut-être Leïla d'abord. Pour moi, le plus important, c'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que les personnages priment, que les personnages soient vraiment au centre du livre et que je sois toujours, moi, à hauteur de personnage. Je ne voulais jamais que la Leïla de 2020 ou 2024, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui sur l'époque que j'étais en train de traiter, que cette Leïla-là puisse être présente dans le livre. Il fallait toujours que je sois dans le présent de mes personnages. Ce qui veut dire être aussi parfois un peu aveugle. C'est-à-dire que les personnages ne comprennent pas toujours leur présent. Parfois, ils ont l'impression qu'un événement qui en fait va être totalement oublié par l'histoire est un événement extrêmement important. Et à l'inverse, quelque chose de très important qui se passe autour d'eux, ils vont complètement l'ignorer ou passer à côté. Donc vraiment, pour moi, ce qui était le plus important, c'est d'être toujours avec eux et de me dire, mais qu'est-ce qu'on pouvait penser de la colonisation quand on vivait à Meknès dans les années 50 ? Je ne voulais pas que, par exemple, un de mes personnages ait le jugement que je puisse avoir aujourd'hui. Mais comment on fait justement pour changer d'époque ? Parce qu'il y a une chose que j'aime, enfin j'aime plein de choses, mais une chose que j'aime beaucoup, c'est la bande son aussi. Et puis toutes les marques, parce que c'est aussi une histoire d'adolescence, d'apprentissage de la vie, des années collège, avec les marques. Il y a une sorte de, j'allais dire, de presque d'archétype à chaque fois pour chaque époque, de ce qu'on porte. Comment vous êtes transporté dans ces époques pour quitter la Leïla d'aujourd'hui et retrouver la Leïla gamine de ces années-là, par exemple? Alors d'abord, ne pas se laisser écraser par les livres d'histoire, parce qu'évidemment, j'en ai lu beaucoup. Et alors souvent, je faisais des interviews avec des historiens qui me racontaient des choses absolument passionnantes. Et puis à la fin, je leur disais, bon, c'est très bien, mais de toute façon, ça, je ne vais pas l'utiliser. Mais est-ce que vous auriez une anecdote ? Et je leur posais des questions extrêmement précises. Comment les rues étaient éclairées à cette époque ? Quel était le plat que les gens mangeaient le plus dans les restaurants ? Quel était le type de robe que
les femmes portaient, voilà, les chaussures, des choses comme ça. Parce qu'en fait, les romans, c'est surtout des détails. C'est la vie, c'est le quotidien, c'est qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, où est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on écoute comme musique, quelle est la mode de l'époque. Donc j'ai beaucoup travaillé sur photographie. J'ai beaucoup travaillé aussi avec des archives vidéo et notamment les journaux télévisés, enfin vous savez de l'époque, quoi, les journaux Gaumont des années 50, 60 quand c'est pour le premier tome. Donc ça m'a énormément servi. Et puis tous les récits familiaux. J'ai beaucoup interviewé les gens de ma famille, les gens des différentes générations. Donc en essayant à chaque fois de m'attacher au quotidien et de leur dire non, ne me donne pas de commentaires sur l'histoire avec le recul que tu as aujourd'hui, mais est-ce que tu te souviens de ce que tu commandais au restaurant quand tu allais déjeuner dans les années 80? Et en fait, on voit très bien que chez les gens, c'est tout de suite ça qui remonte, ce sont ces petites émotions où d'un coup ils se souviennent qu'ils allaient dans telle boulangerie et qu'ils avaient tel gâteau qu'ils adoraient, qu'ils achetaient pour l'anniversaire de leurs enfants. Donc voilà, être toujours attaché aux détails. Et j'ajouterais que le fait que j'écrive des romans très féminins, où mes personnages principaux soient des personnages de femmes qui sont très ancrés dans la vie, qui s'occupent justement de ça, de nourrir, d'habiller et tout, ça a aussi facilité mon travail parce que les femmes, elles ont non mais les femmes, elles ont le souvenir de ce genre de détails, alors que les hommes, ils vont vous dire alors tu sais, moi déjà à l'époque, j'avais le sentiment que voilà, ils ont toujours des trucs de théorie, qu'ils avaient tout compris. Les femmes, c'est beaucoup plus facile avec elles de parler de détails et de parler d'anecdotes. Leïla, il y a quand même un type assez connu, j'allais dire, dans le milieu, qui à partir d'une Madeleine, du souvenir, tu vois, bien sûr, a inventé un monde. Absolument, mais en tout cas les hommes de ma famille, quand je les interviewais, ils me faisaient un peu des grandes conférences pas très intéressantes à utiliser pour des romans, alors que les femmes, c'était beaucoup plus facile d'aller chercher les détails. Bon, et toi Miguel alors, parce que la chèvre, le détail de la chèvre, etc. Le détail de la chèvre, imaginaire ou archive familiale presque. Non, absolument imaginaire, absolument imaginaire. Enfin, Inch'Allah, imaginaire, sinon allez savoir. Enfin. Mais ça me plaît beaucoup, en effet, ce que dit Leïla, surtout sur cette idée des détails. Tout est passionnant, mais l'idée des détails, en effet, me plaît beaucoup. Et l'idée aussi du tout dans la partie. Cette idée que finalement, un personnage peut être comme une sorte d'allégorie, comme une sorte de métaphore, comme une sorte de parabole de beaucoup d'autres personnages qui ont existé et qui finit par condenser et par cristalliser autour de lui, dans une sorte de molécule fondamentale, tout ce qu'on voulait dire dans cette génération. Et ça me fait penser à cette idée que finalement, dans l'individu, il y a l'espèce, non ? Dans la flamme, il y a tout le feu. Et qu'il n'est nécessaire que d'une goutte d'eau de mer pour avoir le goût de l'océan. Cette idée que finalement, le tout peut être sans cesse dans la partie. Et là, je trouve en effet que, et c'est là où ton livre est extraordinaire, la trilogie est extraordinaire, tout ce que tu as écrit est absolument extraordinaire, et ce que tu fais, c'est également ça aussi. C'est de pouvoir, en fait... On lui dit merci, mais faire entrer... Mais toi aussi, bueno, moi, piano, grand piano. talent, en quelques phrases, un monde naît. Je me sens comme une mouche entre deux roses. Oh. Eh bien, figurez-vous que lorsque l'universel... Réponds. C'est là où vous avez été fort. C'est que l'universel, ils sont réussi à le mettre dans le particulier, tu vois. C'est-à-dire que... Oui. Ah là, voilà, au moins une abeille. Au moins une abeille, comme ça tu nous butines. Oui, au moins tu butines. On va peut-être s'arrêter là sur la métaphore. Mais une chose est sûre, c'est que... Même si c'est une famille, hein, voilà. C'est une grande famille d'insectes. Et ce que je veux dire ici... Et parlons de Carlos Fuentes, puisque vous insistez. Sinon, on n'aurait pas sorti. Mais parlons de Carlos Fuentes, le grand écrivain mexicain. Et Carlos Fuentes, dans une très belle conférence qu'il donne à Ciudad de México, il commence la conférence en disant qu'il y a toujours deux mémoires. Une mémoire qui est la mémoire collective, qui est la mémoire universelle, qui est la mémoire des bouleversements politiques, la mémoire des grandes dates, la mémoire des drapeaux, la mémoire des morts, des généraux, de ceux qui sont parvenus à étendre un empire ou à le rétrécir, ceux qui ont gagné des capitales et ceux qui les ont perdus. Il y a cette mémoire collective que tout le monde a ici et tout le monde voit très bien de quoi il s'agit. Et puis il y a une autre mémoire que lui il appelle une sorte de mémoire proustienne, et on parlait en effet de ça, qui est la mémoire des minuscules petits détails, qui est la mémoire en effet de la texture d'un rideau d'étamine chez une grand-mère, qui est la forte odeur de mangue lorsque tu la manges,
qui est en effet la saleté du sable dans les Caraïbes. 1000 petites choses qu'on a tous. C'est le parfum d'une femme, non? C'est un baiser plein de citron, comme ça, parce qu'il y avait des tequila shots pendant la soirée. Ce genre de minuscules petits détails qui, eux, n'ont rien de collectif. Ont des choses absolument individuelles, absolument singulières, tout à fait particulières et qui pourtant, lorsqu'ils sont mis dans un roman, lorsqu'ils sont mis en lumière, dans un certain angle et un certain relief, ils deviennent collectifs et universels. Et c'est là où je trouve que le travail a été fait pour Leila, de mener un petit peu ces deux barques, la petite barque et la grande, de la politique d'un côté, du bouleversement grand d'un côté, et en effet des petitesses de l'autre, et qui donnent toute la profondeur avec le petit détail que personne ne connaît. Et je trouve que le paradoxe et la contradiction est très belle. S'il y a quand même une petite différence entre vous deux, mais qui touche à la langue ou à la conception qu'on a de faire monde avec la littérature et avec les mots, c'est peut-être je dirais une sorte de retenue chez Leila, de coller aussi à l'exactitude aussi d'une époque. Je parlais des marques qui sont très précisément notées, etc. Et chez toi, Miguel, toujours un certain lien au conte, au réalisme magique. Tu parlais aussi de Fuentes et on pourrait en énumérer beaucoup. Ça, c'est quelque chose... je voulais vous demander, parce que c'est lié à ça, ce qui fait un bon personnage. Et effectivement, la réponse, tu l'as un peu donnée, Leila, de retrouver finalement des précisions, des petites notes. Tu fais la même réponse, Miguel, mais chez toi, il y a quand même aussi parfois une sorte de distorsion vers le réalisme magique. Alors, est-ce que ça aide pour toi? Tu parlais de paraboles aussi d'ailleurs tout à l'heure. Je ne pense pas que ce soit des paraboles, les personnages de la famille. On pourrait dire le père, alors quoique, parce que la scène finale, je ne gâche pas, mais de ces femmes réunies autour du corps du père, on est dans la tragédie antique, donc il y a aussi quelque chose de parabolique. Qu'est-ce qui fait un bon personnage pour l'une comme pour l'autre, selon vous? Ah, c'est une très belle question et une question très difficile. En tout cas, je ne sais pas ce qui fait un bon personnage. Je n'oserais pas vous dire par rapport au lecteur ou sur moi, enfin par rapport à mon travail d'écrivaine. Bah si, quand même, parce que tu essaies de faire en sorte qu'ils soient les meilleurs possibles. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît quand je lis un livre, ce qui fait un beau personnage, c'est un personnage dans lequel, justement, je retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, cette part d'humanité, envers qui j'ai de la tendresse, quand bien même ce serait un personnage affreux, quand bien même ce serait un personnage violent, mais chez qui je reconnais immédiatement cette part d'humanité qui fait que je suis capable de lui pardonner, je suis capable d'être indulgente, je suis capable de le comprendre. Je me rends compte qu'il a une histoire, c'est-à-dire qu'il vient de quelque part, qu'il a eu une enfance, qu'il est traversé par des sentiments contradictoires. En tout cas, comme lectrice, c'est ça. Et comme écrivain, ce que j'aime et ce qui fait un personnage avec lequel j'ai envie de rester longtemps, ça va paraître paradoxal, mais c'est un personnage qui a la capacité de retenir des choses. Moi, j'aime les personnages qui ne disent pas tout, les personnages qui ont une vie intérieure, les personnages qui sont capables aussi de faire silence. Ce sont les plus beaux personnages à écrire. En fait, je crois que les personnages, c'est un peu ce que dit Kundera, ils doivent jouer autour de cette fonction ironique du roman, c'est-à-dire un bon personnage, c'est celui qui n'est jamais ce qu'on croit qu'il est. C'est celui dont l'apparence est un peu différente de la vie là, intérieure. C'est le père. Là, c'est la figure du père dans le livre. C'est ce dont... Voilà, et c'est le rôle même du roman, de nous montrer que la réalité n'est jamais exactement ce qu'on croit qu'elle est, qu'il y a toujours des coulisses, il y a toujours une profondeur beaucoup plus grande. Et pour moi, c'est ça un bon personnage, celui qui a toujours des surprises à réserver. Et ensuite, moi, j'ai un rapport avec mes personnages qui est très particulier. C'est que moi, mes personnages, je vis vraiment avec eux. Je suis parfois même totalement sous leur contrôle. Je les écoute. Vous savez, Amos Oz, l'écrivain israélien, disait un écrivain, c'est comme un épicier. Tous les jours, il ouvre sa boutique et il attend. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. Moi, j'ouvre ma boutique et puis j'attends mes personnages. Et ensuite, ils arrivent et ils commencent à vous chuchoter des choses. Et il y a des personnages qui sont vraiment tout à fait particuliers parce qu'ils sont très rebelles, très insolents, très libres. Ils ne veulent jamais faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Moi, j'avais par exemple le personnage de Selma. C'est un personnage qui n'a jamais fait ce que je voulais qu'elle fasse. Et j'ai des grands post-it avec les parcours de mes personnages et je passais mon temps à les arracher parce qu'elle n'avait pas voulu faire ça. Et donc, il fallait que je refasse tout le parcours. Il y a
Voilà, il y a le post-it plan sur avec tous les. Oui, alors avec mes enfants qui rajoutent des faux post-it à l'intérieur, où d'un coup je me dis, mais c'est très bizarre, c'était pas du tout prévu cette scène, donc il me faut maintenant des blagues comme ça. Mais oui, il y a des personnages qui sont particulièrement libres et qui ne veulent pas. Et vraiment, je vous assure, c'est pas un truc de folie où vous vous Bah non. disputez avec eux et d'un coup vous sentez que non, ça y est, il existe tellement qu'il a sa propre logique, sa propre cohérence et son propre chemin vers lequel il a décidé d'aller. Donc je crois qu'il faut aussi être plein d'humilité quand on est romancier. Être capable parfois d'être comme un funambule qui marche sur un fil. Faut pas regarder en bas, puis il faut écouter son personnage et il faut lui faire confiance. Et on avait un beau funambule hier soir à l'inauguration. Ouais, là, qui a traversé la nef. Miguel, même question et avec une petite question en plus, cet apport du conte. Qu'est-ce qu'un bon personnage pour toi quand tu écris et qu'est-ce qui fait que tu aies l'envie, le besoin peut-être de convoquer l'atmosphère du conte aussi que j'aime beaucoup. Non, je trouve que la réponse de Leïla est parfaite et bien sûr que je Oui, mais on voudrait la n'ajouterai rien tienne. à ça. Ah oui. Voilà. Bon, toutefois, si vraiment je dois dire quelque chose, et je dirais en effet que de la même manière que Leïla, je compose les personnages à la fois d'une façon froide et chirurgicale, c'est-à-dire que j'ai besoin des personnages pour qu'ils disent quelque chose, qu'ils expriment quelque chose, qu'ils aillent vers un endroit pour pouvoir emmener mon lecteur et donc être des prétextes pour que la construction narrative, que l'architecture romanesque fonctionne et il me faut des personnages. Et d'un autre côté, bien sûr, et il est toujours délicieux, et pour tout écrivain dira la même chose, il y a des instants où le personnage se dresse brusquement sur la page et te dit « Non, mon ami, je pense que maintenant j'ai suffisamment de chair, d'encre et de papier pour pouvoir prendre quelques décisions à mon tour ». Et il y a à ce conte des très beaux livres, par exemple 6 personnages en quête d'auteur de Pirandello. C'est exactement ça. Je pense également à Derrière chez Martin de Marcel Aimé. Et, et je vois qu'il y a mes filles qui viennent d'arriver et qui sont juste là, les deux blondes qui sont là, sublimes. Selva, mi amor, Ah ouais. Mayita, comment estás, Voilà. mi linda? Eso. Mes deux filles sublimes qui sont là. Elles lisent déjà ou Elles lisent déjà est-ce naturellement. que tu leur lis Non, oui, ça va, mi amor. Oui, ya, Non, elles si. lisent, mais est-ce Oui, que tu elles leur lisent- fais lire non, un ouais, peu ce que tu écris? Là, elles sont en train de lire la Pléiade de Voilà. Amos Oz, ouais. Voilà. Mais bon, enfin, elles l'ont pas encore fini. Non, mais tu quoi. leur lis ce que tu écris un peu Non, j'ai l'élégance de Ouais. lire plutôt Choupi. C'est Voilà. vrai qu'il me semble beaucoup plus cohérent et beaucoup plus précis. Le rêve de Choupi. Le rêve de Choupi, bravo. Voilà. Grand personnage, Oui, Choupi, oui, grand puis chef-d'œuvre personnage, grand absolu. personnage. Et là où j'ajouterais quelque chose, c'est qu'on n'est pas seul, heureusement, en ce qui concerne les personnages, et qu'il y a aussi la part du lecteur. Et je trouve qu'un bon personnage est aussi donné par le regard du lecteur, par la vision du lecteur, qui parfois finit par connaître mieux ton personnage que toi-même. Le lecteur finit par connaître mieux le livre que toi-même et finit par te l'enseigner également. Et il y a Oui, cette- mais quand tu il y a- l'écris, le lecteur n'est pas encore là. Tu le es lecteur seul n'est pas encore là. Mais sur cette façon que Mais tu t'as- dois lui laisser de la place, ça je suis Voilà, d'accord oui. avec Miguel. Mais Il vous faut y toujours pensez lui au la- lecteur quand vous J'y pense écrivez? pas, mais je sais, parce que moi je suis lectrice, donc je Ouais. pense à moi en tant que lectrice. Moi j'aime l'idée que le lecteur soit actif, qu'il ait quelque chose à faire, que sa propre liberté, elle soit Donc en d'enlever jeu des par- détails qui seraient Non, trop- mais que si Ouais. tu veux que tu ne l'étouffes Ouais, pas, que tu ouais. lui laisses aussi la place pour que Ouais. sa propre imagination puisse construire le personnage. Tu vois, moi par exemple, il y a des personnages que je décris pas beaucoup physiquement. Et c'est drôle parce qu'ensuite je discute avec des lecteurs qui ont une image totalement différente du personnage. Et je trouve ça assez beau qu'en fait, par exemple, je sais pas, Selma ou Aïcha, elles puissent avoir 1000 visages différents. C'est pour ça que les adaptations sont parfois décevantes parce qu'on se fait. Et Miguel, sur cette histoire, tu parlais du lecteur, mais la façon, je disais, dont tu convoques le conte, le petit enfant, tu vois, abandonné, etc., un élément qui revient dans de nombreux mythes aussi. Tu aimes jouer avec ça, convoquer des grandes paraboles, des fragments de mythes. Il y a ce côté aussi tissage de mythes qui est très réjouissant dans ce que tu écris aussi. Il y a un côté tissage de mythe, et merci Ouais. beaucoup de le dire. Et il y a cette idée, en effet, que peut-être, à mes yeux, Mm. tout écrivain est biberonné à quelque chose. Soit tu es biberonné au théâtre et donc tu remarques en effet dans la prose, dans le roman d'un écrivain, qu'il y a une sorte de scénarification, qu'il y a des dialogues qui ressemblent à de longues didascalies. Et il y a des écrivains haïtiens qui vont venir du monde de la poésie et tu vas sentir dans leur prose un souffle lyrique, Ouais. des instants où tu as des pages entières qui est uniquement de la poésie pure, de l'art pour l'art. Et tu te dis, il a été biberonné à la poésie, c'est magnifique. D'autres qui viennent du monde, en effet, je ne sais pas, de l'ébénisterie. Et donc tu vas voir en effet qu'il y a l'idée de la construction, de la charpente, des poutres
poutres et des phrases béquilles. Eh bien, il se trouve que moi, j'ai été biberonné à la mythologie depuis toujours. Et donc, fatalement, malgré moi, même si je ne veux pas que ça arrive, eh bien, en quelque sorte, il y a de temps en temps des dimensions qui sont peut-être un peu plus antiques. Ouais. Et apparaissent des personnages. Hein, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Pour être tout à fait honnête, moi, je crois que j'ai encore des efforts à faire pour essayer de donner plus de peau, plus de sang, plus de chair à mes personnages et moins de marbre, tu vois, et moins de cuivre vert, tu sais, à la Marc Aurèle, comme ça. Et les personnages, d'ailleurs, mes personnages sont, quand ils parlent, c'est souvent avec des sentences, ou des aphorismes, ou des maximes, non? Alors que les gens ne parlent pas comme ça dans la vie. Oui, mais on n'est pas Et obligé. il y a cette dimension antique, tu vois, que j'essaie peut-être de m'en défaire. Et aussi cette idée que mes personnages sont souvent enfermés dans un ananké, comme disaient les Grecs, non, dans un fatum, dans une fatalité, qui sont enfermés dans un destin dont ils ne peuvent s'échapper. Et que quoi qu'il arrive, ils finiront par tomber là où l'oracle les a prédits. Et il y a quelque chose qui me rassure de commencer un personnage en sachant où il va mourir. Et d'un autre côté, je me dis quel dommage de ne pas me laisser porter par cette espèce de douce magie dont parlait la douce nourrice de Leila Slimani. Ou les accidents. Qui fait comme ça. Ou les accidents. Les accidents qui sont délicieux. Et j'insiste, et pardon de te couper, et j'insiste vraiment sur cette idée du lecteur, parce que plus le temps passe, et plus je me rends compte que le lecteur complète le livre. Et que le personnage en lui-même, s'il est seul avec l'écrivain, il n'a qu'une partie de lui-même. Et que l'autre hémisphère, c'est le lecteur qui lui donne. Et si vous n'avez pas cette image, je ne résiste pas à la tentation de vous la raconter. Jean Giono dit que l'artiste ou l'écrivain est comme un petit enfant qui construit une tour de cailloux. Et sa tour de cailloux, c'est le roman. Et caillou après l'autre, c'est chapitre après chapitre, il est en train de s'assurer, tête basse, que la structure narrative de son livre ne se brise pas, ne tombe pas, ne se rompt pas. Mais l'artiste, l'écrivain, et donc ce petit enfant, ne soupçonne pas qu'à côté, il y a une lumière qui illumine cette tour de pierre et qui crée une ombre beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde, beaucoup plus noire, qui ressemble au clocher d'une cathédrale. Et c'est cette ombre que voit le lecteur. Mais l'écrivain, lui, ne voit pas cette ombre-là. C'est le lecteur qui voit toute la sagesse du texte derrière. Pourquoi ? Parce qu'il vient aussi avec ses lectures, avec ses passions, avec ses deuils, avec ses violences, avec ses exils, avec ses migrations. Et donc il rajoute quelque chose de nouveau et quelque chose de profond. Eh bien, je pense beaucoup que le lecteur et la lectrice en savent bien plus sur mon livre que moi-même. Ouais, il voit des choses qu'on n'a pas forcément mises. Pour terminer, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne, un petit mot comme ça pour terminer, puisque vous travaillez tous les deux à partir d'un matériau qui s'appelle le mot. L'oralité, tu parlais tout à l'heure, on a commencé par ça, donc on va finir par ça, sur le rapport à la langue française. C'est écrit en français, mais avec des mots parfois qui viennent de l'arabe. Vous avez justement ce rapport et cette chance d'avoir grandi entre deux langues. Est-ce que l'oralité, est-ce que par exemple, Leila, tu te relis à l'oral quand tu retravailles? Est-ce que c'est une forme de jaillissement qui a besoin justement d'être épuré sans cesse? Est-ce que l'oralité te sert beaucoup? Et même question à Miguel en rajoutant quelque chose, parce que je crois que tu te poses la question d'écrire en espagnol pour les prochains. Donc Leila, est-ce que tu te poses la question aussi de tenter cet autre véhicule complètement ou non, et quelle part à l'oralité dans ce retravail en fait de tes romans? L'oralité, elle a une très très grande place, et à côté des grands écrivains, des grands poètes qui m'ont influencé, qui m'ont inspiré et que j'aime profondément, j'en arrive à l'âge que j'ai aujourd'hui à me dire qu'au fond, parmi mes plus belles inspirations littéraires, il y a ma tante, il y a ma mère, il y a la manière dont elles parlaient, leur manière délicieuse de raconter des histoires, de raconter des anecdotes, d'insister sur tel détail, les traits d'humour. Et puis par ailleurs, moi je viens d'un univers vraiment profondément multilingue. Moi, j'ai vécu, vous voyez, la tour de Babel, mais inversée. Moi, j'ai commencé dans un monde où il y avait toutes les langues pour arriver en France dans un monde où il n'y en avait plus qu'une. Mais moi, j'ai grandi avec une grand-mère qui parlait l'allemand et l'alsacien, avec un père qui parlait l'arabe, le français et couramment l'espagnol, puisque le nord du Maroc était sous colonie espagnole, donc on entendait l'espagnol. J'entendais le berbère et l'arabe, et c'était tout à fait normal pour moi d'entendre des phrases dans lesquelles il y avait plusieurs langues dans la même phrase, où on dit un mot en arabe
arabe, un mot en français, un autre en espagnol. Et donc, je crois que ça a beaucoup aussi nourri mon écriture et ces espèces de ruptures de rythme, de ruptures de ton aussi qui sont induites par les langues, où d'un coup, la langue arabe va apporter une petite touche d'humour ou une petite insulte cachée à l'intérieur d'une phrase très tu polie. l'oralises aussi quand tu... Oui, et ça, je le dis après à haute voix quand je suis en train de répéter mon texte. Et maintenant, j'essaie de plus en plus de me rapprocher de cette oralité que peut-être je tenais un peu à distance par envie de faire sage et chic et poli. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a rien de plus beau si on arrive à l'exprimer d'un point de vue littéraire que cette langue-là, cette langue des gens, cette langue de ceux que j'ai aimés. Si maintenant j'arrivais à la ressaisir, ce serait magique. Merci Leïla. Miguel, quand tu auras terminé de... C'est vrai qu'il fait chaud. Hein. Ouais. Voilà, il faut boire un peu d'eau. Donc tu t'interroges sur l'espagnol? Bien sûr. Absolument. Eh bien, donc, ma langue maternelle est l'espagnol et j'écris en français. Ouais. Mais je sais que tôt ou tard, je vais sans doute essayer d'écrire directement en espagnol. C'est amusant de penser dans une langue et d'écrire dans une autre. Et habituellement, ça finit par te permettre d'entrer dans la langue par une autre porte, emprunter un chemin différent, un chemin de traverse, qui fait que brusquement, tu es surpris par des mots qui peut-être sont dans une autre horizontalité. Et aujourd'hui, moi, j'écris directement en français et je suis traduit en espagnol. Ce n'est pas moi qui traduis mes propres textes. D'ailleurs, pourquoi Eh bien, t'as pas envie? je les relis. Ouais. Alors, j'ai pas Ouais. envie. Je pense que j'ai beaucoup trop de respect et d'admiration envers les traducteurs pour être en train de prendre leur travail. Car je suis convaincu que eux, non seulement passent d'une langue à une autre, mais ils arrivent à passer d'un bois à un autre, non, d'une matière à une autre. Et ils le font beaucoup mieux que moi. Si bien que lorsque je reçois le livre en espagnol, mon propre livre, je découvre des mots. Je découvre des formules, je constate que je n'aurais jamais écrit cette phrase de cette façon et je continue à lire le livre en me disant c'est vraiment un livre très étonnant jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce qui se passe à la fin tellement je ne reconnais presque pas le bouquin que je suis en train de lire. Moi, Et ça je m'arrive trouve- avec le français, donc c'est encore pire. Ah oui, Je me dis, mais très bizarre, mais qui a écrit ce livre Qui a écrit je ce te jure livre C'est fabuleux. Eh bien, figurez-vous que tôt ou tard, je pense que je passerai directement à l'espagnol et sans doute je serai traduit en français encore une fois par une autre personne, non Et à ce moment-là, je recevrai le livre en français et je me mettrai à le lire en me disant ah mais quel mot étrange, sinon je l'aurais jamais Mais utilisé. est-ce que tu penses qu'écrire en espagnol impliquerait un autre écrivain? Mais sans Voilà. aucun doute, une Voilà. autre voix. D'ailleurs, si Ouais. cette rencontre littéraire était faite en espagnol, eh bien je n'aurais probablement pas dit les mêmes choses parce que j'ai d'autres références, parce que j'ai d'autres lectures, parce que c'est d'autres films, parce que c'est d'autres chansons, parce que c'est un autre adjectif, c'est un autre mot, c'est un autre champ lexical, c'est une autre terminologie qui t'habite. De la même manière pour toi en arabe, en fait. Tu Et vois, Leïla, c'est une- écrire en arabe? Est-ce que... Non, moi je ne pourrais pas écrire en arabe parce que moi, ma langue, c'est la derija, c'est l'arabe dialectal marocain. Mon rapport à l'arabe classique est un rapport très très compliqué et c'est pas, c'est pas une langue dans laquelle je pourrais écrire. D'accord, très bien. Mais c'est déjà bien. Voilà. Portugais, peut-être un jour. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous demande de les applaudir merci beaucoup à vous. extrêmement Merci. fort. Merci beaucoup. Et si vous voulez prolonger la conversation, vous pouvez les retrouver sur leur stand. Donc chez Gallimard pour Leïla et chez Rivage pour Miguel. Merci à tous les deux. Et vous pouvez Merci venir faire beaucoup. la bravo. dictée cet après-midi Ah aussi. ben oui, il y a la hein. dictée la aussi, dictée. bien Et bravo à sûr. Christophe Onodibio pour avoir posé de si belles questions, si inspirantes. Oh oui, merci Miguel. C'est vous qui m'inspirez. Bonjour.